Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'endroit où aller, où ce soir nous sommes très heureux d'avoir Béatrice Denas pour son livre Ce corps n'était pas le mien qui est sorti aux éditions First. Pour l'interroger, nous partons en Bourgogne, nous partons à Avallon avec Ronan Amissel qui va l'interroger et qui est libraire à la librairie L'Autre Monde. Avant de vous laisser la parole tous les deux, je vais rappeler à nos amis lecteurs, participants, qui peuvent poser des questions à Béatrice par mon intermédiaire. Je me ferai un plaisir de venir les poser à Béatrice à la fin de votre entretien. Béatrice, Ronan, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir Béatrice. Bonjour Ronan. On va commencer très simplement, Béatrice. Pour résumer, tu as toute une carrière aussi au sein de Radio France, donc une carrière de journaliste et bien plus encore. Et là, tu t'attaques pas à quelqu'un d'autre. En fait, ton sujet d'étude est toi-même. Comment on envisage ça quand on a été journaliste toute sa vie? En fait, pour tout te dire, écrire un livre, je n'y avais pas pensé à l'origine, mais en fait, ce livre qui est sur ma transition, puisque auparavant j'étais un homme, même si intérieurement je me considérais comme femme, comme fille, depuis quasiment l'âge de 4 ans. En fait, envisager un livre, au départ, j'avais vraiment commencé à écrire, mais c'était en fait pour ma famille, c'était pour mes enfants principalement, et pour ma femme aussi, pour leur expliquer en fait tout ce cheminement, tout ce que j'avais pu ressentir en fait, avant que je leur apprenne mon changement, puisque ce livre porte en fait sur le fait que je deviens enfin moi-même en devenant Béatrice après avoir été Bruno. Donc, on va en parler plus longuement de la transition, évidemment. Tu t'es servi d'une structure donc, avec des chapitres assez courts, mais qui sont toujours doubles, qui commencent par toi, Béatrice, et ce chapitre fait toujours miroir à toi, Bruno. Pourquoi avoir choisi ça? Quel était ton objectif? En fait, j'avais pas envie de faire un livre linéaire, en fait, partir de ma première naissance, ce qui aurait fait que ma deuxième naissance, c'est-à-dire une fois que j'ai fait mon opération, et ça je pense qu'on y reviendra aussi, hein, mon opération pour être femme, je voulais pas en fait commencer en effet à zéro, et puis ça aurait été, je pense, un peu long pour arriver en fait au fait d'être moi-même. Donc j'avais vraiment envie de commencer par moi-même, c'est-à-dire de commencer par le jour qui est d'ailleurs, alors là c'est vraiment une coïncidence, mais en fait demain donc 13 février, sera mon deuxième anniversaire, puisqu'il y aura juste 2 ans que j'ai fait mon opération de vaginoplastie, comme on dit. Et donc en fait j'avais envie que ce livre commence en effet par ce qui était le plus proche, et ce qui était certainement le plus marquant pour moi, donc ma renaissance, ma nouvelle naissance. Et c'est comme ça qu'en fait, j'avais décidé de commencer ainsi. Le deuxième chapitre, comme tu le disais, en fait, fait miroir, où là, je parle de ma première naissance, et ainsi de suite. Donc, en fait, on part j'allais dire, de la période contemporaine, et ensuite, on va dans la période ancienne. Comme j'ai quand même 64 ans, il y a de quoi raconter. Mais même si d'abord j'étais trop long, parce que mon éditeur m'a fait couper quand même pas mal de choses, parce que c'est vrai que j'étais parti pour raconter beaucoup de choses. Donc on a un peu réduit. Mais voilà, en fait, et ça permet, je pense que pour le lecteur, en tout cas, tous ceux, j'ai eu beaucoup de retours de lecteurs, de lectrices, et ça me fait vraiment plaisir. Euh, Avait vraiment apprécié visiblement ce passage d'aujourd'hui à hier, et successivement. Donc ça évitait aussi peut-être de lasser avec. C'est un procédé littéraire que je trouvais assez intéressant, plutôt qu'en effet ce côté franchement très linéaire de partir de la naissance pour arriver à mon âge actuel. Du coup, donc tu l'as glissé, il a fallu que tu fasses des choix sur tes instants de vie. Alors, autant tes instants de vie, on va dire, en tant que Béatrice, on vient de le dire, ça fait 2 ans que tu es Béatrice, donc forcément, c'est très condensé et c'est pas difficile de trouver des instants de vie. Autant faire les retours sur 60 ans de vie, ça a dû être un peu plus compliqué. Et ça donne l'impression, en fait, que chaque étape de ta construction de Béatrice fait appel à des souvenirs de ton toi, Bruno. Est-ce que ça a été réellement le cas? Ou est-ce que voilà, il a fait que tu le construises un petit peu de manière factice? Ah non, non, en fait, j'ai vraiment construit
en me souvenant de ma vie passée, de ma vie, et puis j'ose le dire aussi, hein, de mes souffrances, parce qu'en fait, enfin, toutes les personnes trans quasiment le vivent, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte au bout d'un certain temps, et ça aussi je pense qu'on en reparlera, qu'on n'est pas dans le bon corps. Moi je m'en suis rendu compte en effet quand j'avais 4 ou 5 ans, et, et ça m'a beaucoup, enfin, tous les moments de ma vie où d'abord je ne savais pas pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'avais ce mal-être, ça m'a tellement marqué qu'en fait il y a plein de, j'allais dire vraiment de moments qui restent vraiment gravés dans mon cerveau, de moments de ma vie, de moments de souffrance, de moments de joie aussi, hein, parce qu'il y en a eu, et aussi de moments d'évitement de tous ces à côté qui m'ont permis de tenir, parce qu'il y a des moments, franchement, bon, les personnes trans, enfin ça, on le sait, il y a des statistiques qui montrent qu'en fait, qu'on est les personnes en fait les plus touchées par les tentatives de suicide, par des dépressions, parce qu'en fait, en effet, on est très mal dans notre corps, et en fait, on essaie de tenir par exemple, moi, je me suis lancé dans une suractivité à partir de mon adolescence, qui ne m'a jamais abandonné, qui m'a pas du tout rendu malheureuse, bien au contraire, avec beaucoup de joie. Ça m'a permis de faire 10 000 choses dans ma vie, tout en étant journaliste. Mais voilà, en fait, donc, c'était facile pour moi, dans ce livre, de retrouver des épisodes, des anecdotes, des choses de ma vie qui m'ont véritablement marqué pendant quasiment une soixantaine d'années, en fait. Ouais. On va partir du coup sur ton processus de vie, parce que, donc, pour ne pas le cacher, moi aussi je suis trans, et moi aussi, et c'est pour ça que je connais Béatrice, j'ai aussi un parcours de vie avant, bien qu'un petit peu moins long. Mais tu es plus jeune. J'ai 20 ans de moins, on va pas se le cacher. Oui, j'ai 20 ans de moins. Mais ceci dit, notre parcours est quasiment parallèle. Donc, à l'exact inverse, mais parallèle. On va partir du coup de l'enfance. Voilà, j'ai pris la décision de partir de manière chronologique qui me paraît être la plus facile à suivre. Et on va commencer en effet par l'enfance, la petite enfance. À quel moment tu t'es senti en profond décalage avec ton corps? Parce que je pense que les gens ne savent pas qu'en fait, ça vient très très vite et très très jeune. En fait, d'ailleurs, comme tu le soulignais, Ronan, ce qui est intéressant, puisqu'on a aussi parlé de nos vies, en fait, je constate qu'on est quasiment tous dans la même situation, tous et toutes, hein, d'ailleurs, que ce soit homme vers femme pour moi, ou toi, femme vers homme. En fait, on s'en rend compte vraiment très tôt, et ça, beaucoup de gens l'ignorent. C'est pour ça que je voulais faire ce livre aussi. C'était pour expliquer vraiment ce qu'est la transidentité, en partant d'un exemple que je connaissais bien, le mien. Et en fait, c'est vers 4-5 ans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est souvent à l'âge où, en effet, comme disent les spécialistes, on prend conscience de l'appartenance à un sexe, à son sexe. Moi, je me suis rendu compte que là, il y avait quelque chose qui, en l'occurrence, foirait, pour parler vulgairement. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais la chance d'être dans une école primaire qui était une école mixte. J'y suis rentré à 4 ans, puisqu'il y avait une section enfantine, comme on disait à l'époque, avant la cour préparatoire. Et en fait, c'était une école donc mixte. Et c'est vrai que j'étais tout le temps avec mes copines, avec les filles. J'aime bien, il y a des garçons qui aiment bien être avec les filles. Mais en fait, moi, je me faisais moquer de moi. J'étais quasiment harcelé par les garçons, puisqu'en fait, je ne jouais pas avec eux. Je me sentais mieux avec mes copines que j'admirais, que j'enviais, en fait. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas. Alors, en plus, évidemment, il y avait les garçons, comme tous les garçons à l'époque. C'était ouh, il est amoureux. Non, je n'étais pas amoureux, parce que si j'étais avec les filles, je n'étais pas amoureux. En fait, je les enviais. Et je m'entendais vraiment bien avec elles. Je ne supportais pas de jouer au foot, je ne supportais pas d'être bousculé, même si ça m'arrivait, parce que justement, se moquant de moi, ils avaient plutôt tendance à me bousculer. Et ça fait que j'ai vraiment sombré, on peut le dire, dans une hyper-timidité. Une hyper-timidité, une hypersensibilité et une très, très grande mélancolie, en fait. Intérieurement, je suis rentré dans une espèce de mal-être qui fait qu'en fait, j'ai progressé évidemment en primaire. J'étais plutôt bon élève parce qu'en fait, alors je peux aussi vous l'avouer, mes parents et mes grands-parents étaient libraires. Donc, je me suis vraiment enfermé dans les livres, je me suis enfermé dans la lecture, dans la création aussi. J'aimais
beaucoup créer des jeux. Enfin, j'aimais beaucoup innover sur pas mal de petites choses. Mais toujours tout ça, j'avais pas d'amis, sauf ma petite voisine, qui était d'ailleurs donc une fille avec qui je m'entendais super bien, avec qui je jouais régulièrement. Mais j'osais même pas aller dans un magasin seul, j'osais pas sortir seul. J'avais peur quasiment de tout ce qui m'entourait en fait. Parce que, bon, je l'ai compris plus tard, parce que j'étais vraiment tellement mal dans mon corps qu'en fait c'était devenu impossible d'affronter la société, je veux dire librement. Voilà, et ça c'est vraiment toute ma vie quasiment à l'école primaire. Au collège, c'était encore un peu plus dur parce que là, c'était plus mixte, il n'y avait que des garçons. Et même dans le sport, je ne m'y retrouvais pas du tout, hein. Les sports collectifs, je détestais ça. Et donc voilà, c'était vraiment une période difficile jusqu'à l'adolescence. Mais peut-être que tu as une question à poser, Romain. Oui, de toute façon, toujours en suivant les âges. Alors, là, pour le coup, j'avoue, la question ne vient pas de moi, mais j'ai trouvé super intéressante. On se construit tous avec des modèles. Des modèles, soit des gens très célèbres, soit des gens pas célèbres. Toi, du coup, c'était quoi tes modèles quand tu étais môme? Ouais, hein. Alors là, en fait, je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir eu des modèles. En effet, parfois, je lis des articles où des personnes parlent de modèles. En fait, je ne pense pas avoir eu des modèles dans ma vie, si ce n'est que en grandissant, j'ai toujours été. Mes modèles étaient en fait des femmes ou des amis. En fait, j'étais tellement envieuse d'elles. Et je peux vous dire quelque chose qui peut sembler bizarre parce que, en fait, je peux vous dire que j'ai passé ma vie à regarder les filles. Alors, on va me dire, bah oui, c'est normal. Sauf que la plupart du temps, les hommes, quand ils regardent les filles, en fait, c'est parce qu'ils rêvent de sortir avec elles, de coucher avec elles ou autre. Et moi, je regardais les filles parce que, encore une fois, je les enviais. Et leurs gestes, leur façon de se tenir, de se comporter, ça me faisait rêver parce que je me disais, qu'est-ce que j'aimerais être comme elles. Et en fait, moi, mes modèles, c'était, j'allais dire, globalement, les femmes, en fait, les femmes ou les filles quand j'étais plus jeune. Et alors après, j'allais dire, il y a peut-être il y a des actrices que j'admirais, Marie-France Pizier, par exemple. C'était une actrice alors, que j'adorais. Et voilà, mais sinon, pour le reste, je n'ai pas vraiment eu de modèle. Non, j'allais dire, il n'y a personne qui a vraiment incarné quelqu'un qui aurait pu me servir de modèle, à vrai dire. On va grandir d'un seul coup, blam, et on va passer vers la vingtaine. Donc là, du coup, tu commences à une jolie trajectoire professionnelle, que ce soit étudiante ou professionnelle. Tu fais l'école de journalisme de Lille. Tu rentres assez vite, du coup, dans le giron de Radio France. Tu trouves ta future femme. Enfin, on pourrait dire, quand même, tu es sur des rails, c'est solide. Ça ressemble à une belle ville. Et pourtant, il faut que tu te trouves des béquilles. Et qu'elles sont ces béquilles pour tenir? Alors en fait, je vais même peut-être revenir juste un tout petit peu avant le fait avoir 20 ans, d'être adulte. En fait, il y a eu l'adolescence. Et l'adolescence, c'est important parce qu'en fait, l'adolescence, donc je rentre au lycée, et donc toujours mélancolique, avec mon mal-être, que je n'arrive toujours pas à comprendre, hein, en fait. J'adore les filles parce que je me considère quasiment comme étant une fille, sauf que j'ai un corps de garçon. C'est difficile à expliquer. Et je me pose plein de questions parce qu'évidemment, je me dis, mais à ce moment-là, notamment à l'adolescence, puisque c'est à ce moment-là qu'arrivent, j'allais dire, les premiers sentiments amoureux, il y a les hormones qui jouent. Et finalement, je me pose plein de questions. Est-ce que je suis un garçon? Est-ce que je suis une fille? Ou est-ce que je suis un monstre? Parce qu'en fait, qu'est-ce que je suis? Franchement, je n'arrive pas à comprendre. Il n'y a aucun livre qui explique ce que je ressens, en fait. Je suis tellement timide que je n'ose même pas en parler à mes parents. Bon, j'ai un père qui est très sévère. Pour vous donner une petite anecdote quand même, puisque tu disais, bon, qu'est-ce qui parfois a pu me permettre de tenir?
quand j'étais enfant, en fait, euh, bah, j'ai commencé, il y a par exemple, enfin, j'ai essayé de faire passer un message. J'avais une dizaine d'années, et avec ma petite sœur, en fait, on a piqué les bas de notre mère. Je les ai mis. Et j'avoue, pour moi, c'était un instant féminin, un moment féminin d'un grand bonheur. Bon, ma mère était plus ou moins complice, enfin, ça ne la gênait pas, en tout cas, visiblement. Et quand mon père m'a vu, en fait, je voulais lui montrer, parce que je voulais essayer de faire passer le message que voilà, je me sentais fille. Et évidemment, il n'a rien compris. Enfin, le message était inaudible, il faut bien le dire. Mais en fait, je me suis fait vraiment, comme on dit à l'époque, disputer, engueuler. Qu'est-ce que c'est que ça? Un garçon ne doit pas mettre de bas. Change-moi ça tout de suite. Bon. Et bon, le message n'était pas passé. Et, et après, en fait, j'ai trouvé ce que j'appellerais beaucoup plus tardivement mes sas de survie. C'est qu'en fait, j'adorais faire de la photo. Donc, je me suis mis à la photo, d'abord avec un petit appareil photo que m'avait offert ma tante. Et puis avec mon grand-père paternel, que j'adorais, en fait, j'avais envie de construire un labo photo, c'est-à-dire de tirer moi-même mes photos. Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'imprimante. Hein. Donc, il fallait une pièce obscure. Ça tombait bien, on en a trouvé une qui était inutilisée. Et avec mon grand-père, on l'a aménagée. Et pour moi, c'est devenu ce que j'ai vraiment appelé un sas de survie. C'est-à-dire, en fait, j'empruntais des affaires de ma mère. Et dans ce petit labo photo, je devenais fille pendant 1 heure, 2 heures, le temps de tirer mes photos. Et c'est une des premières choses qui m'a permis un peu de tenir, tout en ne comprenant toujours pas pourquoi je faisais ça. Enfin, pourquoi je faisais, pourquoi je ressentais ça en fait. Et puis donc après, adolescence, donc adolescence très compliquée, sauf que là, c'est la musique en fait qui va me sauver. Je suis dans une classe, il y a 2 de mes camarades qui sont beaucoup plus âgés que moi, puisque moi j'avais 1 an d'avance, euh, qui sont musiciens, qui vont m'inviter un jour à un de leurs concerts. Je vais être épaté par l'instrument de l'un d'eux, c'est la batterie. Et en fait, il va m'apprendre à jouer de la batterie. Finalement, je vais rentrer, je crois 1 an, 1 an et demi plus tard, dans cet orchestre, puisqu'en fait, lui, il va le quitter. Et pour moi, qui était vraiment un enfant timide, réservé, en fait, je vais rencontrer, puisqu'en fait, c'est un orchestre qui faisait des concerts, qui enregistrait des disques. On va même aller d'ailleurs à Paris, puisque j'étais de Calais, en fait, il faut le dire aussi, un petit provincial. On va même aller animer un congrès avec notre groupe, Porte de Versailles. Et en fait, c'est là que je vais commencer à m'ouvrir aux autres, en fait. Je vais m'ouvrir au public. Au départ, j'aurai le trac, évidemment, j'aurai de moins en moins. Bon, je serai toujours un peu timide, évidemment, mais ça va m'ouvrir aux autres. Et en fait, c'est là aussi que je vais commencer à prendre mon envol avec une suractivité. Je deviens trésorier d'une association, vice-président à l'époque, d'une autre association. Je vais prendre plein de responsabilités. Je vais devenir pigiste du journal local. Voilà, je vais me lancer dans une multitude d'activités qui vont me permettre en fait de supporter en fait ce mal-être. Et donc, on arrive jeune adulte. Et en fait, à ce moment-là, bon, ma vie amoureuse a été une catastrophe, il faut bien le dire, en tant qu'ado. Et, et c'est là qu'en fait, j'ai vraiment 2 envies. La première envie, c'est d'être journaliste, de devenir journaliste. Bon, j'ai de la chance, je vais réussir tout de suite le concours d'entrée à l'École supérieure journaliste, qui est un concours assez difficile. Et une autre envie, en fait, et là, ça me fait beaucoup souffrir, c'est que j'ai vraiment envie de fonder une famille. Ça, c'est vraiment mes 2 objectifs de vie. La profession que j'adore, pour moi, c'est le plus beau métier du monde, libraire aussi, hein. Mais journaliste, vraiment, je trouve ça formidable d'informer, de faire en sorte que les gens, chaque jour, aient vraiment l'information, ce qui se passe autour d'eux, ce qui se passe loin d'eux, qu'ils soient vraiment des citoyens informés. Et puis, fonder une famille. Je ne peux pas concevoir ma vie si je n'ai pas d'enfant, sauf qu'encore une fois, voilà, j'ai du mal à me positionner. Et puis finalement, au détour d'un reportage pour l'école de journalisme, je vais rencontrer une jeune étudiante en pharmacie. Elle est belle, elle est intelligente, elle est dynamique. Et puis finalement, on va bien s'entendre. On a les mêmes objectifs. Donc on va se marier, ça va devenir ma femme. Et ce sera d'ailleurs la femme de ma vie, parce qu'en fait, j'en ai quasiment pas connu d'autres. C'est toujours d'ailleurs, et là, je la trouve courageuse et extraordinaire, c'est toujours ma femme. Elle ne m'a pas quitté malgré ma révélation, il y a maintenant 7 ou 8 ans. Et donc, voilà. Et donc, j'ai abandonné mes sas de survie, en fait.
comme je les appelle, ces moments, ces instants féminins. Et ça va revenir en fait au début, enfin ça va revenir au moment où Christine, ma femme, va être enceinte, va accoucher. Et ça, je vais le vivre en fait par procuration. Parce qu'en fait, et ça restera le plus grand manque de ma vie, c'est d'avoir porté moi-même des enfants. Ce qui, enfin, pour moi, montre vraiment qu'intérieurement, je me sentais vraiment femme. Même, enfin, tout le temps, hein, depuis en effet mes 4 ans. Et ça va être vraiment une énorme souffrance. Donc, je vais reporter, en fait, oui, je vais vivre vraiment par procuration cette grossesse, cet accouchement. Et en fait, je vais rebasculer, ressombrer. Et bon, on va déménager pas mal de fois, parce qu'au sein de Radio France, je vais aller dans pas mal de radios locales. Et à chaque fois, je vais aménager mon petit labo photo, qui va redevenir mes sas de survie, avec des moments, il faut le dire, vraiment quand même très difficiles, avec vraiment des moments où j'ai aussi envie d'en finir, parce que mon hypersensibilité fait qu'à certains moments, quand ça devient trop compliqué, j'en peux plus. Bon, heureusement, je vais à chaque fois réussir à surmonter, grâce à Christine, grâce à mes enfants, et aussi grâce à mon travail, à toutes mes activités autour de mon travail, aux cours que je peux donner. Euh, J'adore être prof aussi, donner des cours dans les écoles de journalisme, assurer des jurys et autres. Et tout ça, c'est des choses qui vont me permettre, en fait, Ronan, de tenir. Jusqu'au moment où ça va plus être possible. Alors, jusqu'au moment où ça va plus être possible, avec aussi le fait que, voilà, toute ma vie, en fait, je n'ai jamais compris compris ce qui m'arrivait, et je n'arrivais pas à mettre des mots dessus, puisque on ne parlait pas à ce moment-là de cette situation. Dans les années, fin des années, oui, 90, début des années 2000, vont arriver Internet, puis Google, et là, évidemment, je vais commencer à faire des recherches. Et c'est là qu'au bout d'un certain temps, je vais enfin réussir à mettre un mot sur ce qu'était ma vie, enfin sur ce que j'étais, en fait, la transidentité, transgenre, en fait. Bon, j'aime pas trop ce terme, mais la transidentité, j'étais trans, en fait. Et, euh, et je vais enfin comprendre, d'abord que je ne suis pas un monstre, hein, ce n'est pas une perversité. Je vais vraiment faire des quantités de recherches. Et puis arrive en effet, comme tu le disais, Ronan, j'arrive à la cinquantaine. Comme souvent on dit, c'est la crise de la cinquantaine, ça marque. Alors parfois, souvent d'ailleurs pour les hommes, c'est là ce que souvent on recherche quelque chose d'autre. Moi, en revanche, je me dis, voilà, je viens de franchir le cap de la cinquantaine, donc je suis maintenant plus près de la fin de ma vie que du début de ma vie. Et honnêtement, je déteste mon corps et j'ai pas envie de finir dans le corps d'un homme, en fait, qui n'est pas mon corps. D'où le titre d'ailleurs de mon livre, hein, ce corps n'était pas le mien, et ce corps n'était vraiment pas le mien, en fait. Et, euh, et c'est là que je me dis, bon, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Il y a cette inadéquation, donc en fait, et c'est vraiment la définition de la transidentité, c'est l'inadéquation entre son esprit, donc mon esprit qui était féminin, qui l'est toujours, hein, et mon corps qui était masculin. Lui ne l'est plus, heureusement. Et donc voilà. Et puis il y a une autre lecture aussi d'Olivia Chaumont, qui est une architecte trans, donc elle aussi qui était homme, qui raconte dans un livre, donc en 2013, que je vais recevoir en tant que journaliste et dans lequel je vais me jeter tout de suite, et qui raconte sa transition. Et c'est là que je vais me dire, mais finalement, c'est ça en fait qu'il faut que je fasse. Elle l'a fait, je peux le faire. Et c'est à ce moment-là que je me dis, bon, pour le faire, allez, d'accord, ok, mais je ne peux pas le faire toute seule. J'ai une famille, j'ai un environnement, donc il faut que j'en parle. Et la première personne, évidemment, à qui je vais en parler, c'est ma femme. Sauf que, évidemment, déjà, Olivia Chaumont, elle raconte dans son livre que sa femme l'a quittée. Je lis beaucoup de témoignages sur Internet de couples qui explosent quand on annonce sa transidentité, voire d'enfants qui ne veulent plus voir, en l'occurrence, leur père. Bon, et finalement, il n'y a pas 36 000 solutions. Donc un soir, je raconte ma transidentité à Christine, avec beaucoup de silence, beaucoup de difficultés. Bon, j'avoue que j'ai un peu préparé quand même. Mais bon,
Christine va me poser beaucoup de questions. Je vais apprendre après qu'elle va beaucoup pleurer. Elle ne va pas dormir, moi non plus d'ailleurs. Et puis jour après jour, elle me pose des questions. En tant que peut-être bon journaliste, je lui avais préparé un gros dossier avec des témoignages, avec des explications. Alors elle va m'avouer qu'elle ne le lira jamais. En fait, elle préfère, et je pense que c'est bien, me poser des questions. Et voilà, ça va être compliqué. Et puis un jour, elle va me dire, bon, qu'est-ce qu'on va devenir? Et c'est là que je me suis dit, bon, finalement, c'est certainement pas gagné, parce que je lui ai répondu, écoute, moi j'ai envie qu'on continue. Alors évidemment, avec un changement, je ne serai plus ton mari tel que tu as pu l'imaginer. Mais si toi, tu as envie de continuer aussi, enfin, ce serait formidable, parce qu'en fait, et d'ailleurs, j'avais retrouvé nos engagements, parce qu'à l'époque, on faisait des engagements au moment de notre mariage. Et c'est marrant parce que, bon, on les oublie, mais finalement, notamment pour écrire le livre, je les ai retrouvés, j'ai fait des recherches, et en fait, je me suis rendu compte que nos engagements qui étaient d'accepter toute la diversité autour de nous, de voyager, enfin, c'était vraiment aussi de fonder une famille, d'être ouvert aux autres, et tout, en fait, finalement, on l'avait fait et on avait envie de continuer de garder ces engagements. Et bon, ça a été, comme m'a dit Christine, un tsunami pour elle, parce qu'évidemment, elle a l'impression que le ciel lui tombait sur la tête, enfin, que la vague gigantesque allait l'engloutir. Mais elle l'a surmonté. La grosse difficulté a été le regard des autres, évidemment, parce que ça, c'est toujours la crainte qu'on a, que j'avais, moi aussi. Et elle a accepté ce que je lui ai avoué, c'est-à-dire qu'en fait, comme elle est pharmacienne, elle était pharmacienne, donc souvent le samedi, comme la plupart des commerçants, en Nantes on sait quelque chose, elle travaillait. Moi soit je travaillais certains week-ends, soit certains week-ends je ne travaillais pas. Et puis après j'ai eu tous mes week-ends qu'elle n'avait pas. Et le samedi c'était les enfants avaient grandi, étaient partis vivre leur propre vie. Et donc le samedi c'était ma journée fille en fait. Donc je lui ai avoué et elle m'a dit écoute, si tu veux continuer, évidemment, le premier jour, le premier samedi ou avant qu'elle ne parte travailler, je suis descendu de la chambre. Alors fille, parce que j'aime pas dire en fille ça fait travesti, et je trouve que je suis pas travesti. J'étais plutôt travesti quand j'étais un homme et que j'étais obligé de m'habiller en homme. Euh, et la première remarque, elle m'a dit qu'est-ce que tu es belle, il faudrait que tu me donnes des cours de maquillage. Donc bon, ça s'est plutôt bien passé. Puis après, elle a accepté, enfin, je trouve qu'elle est vraiment d'un courage formidable. Elle a accepté de sortir avec moi. Donc on est allé au cinéma, on est allé au restaurant. Dans un premier temps, je ne voulais pas qu'on en parle aux enfants. Bon, voilà, donc pour moi, c'était encore plus un sas de survie. Là, pour le coup, vivre mon couple, comme elle disait, c'était devenu un couple bizarre, mais bon, comme elle disait aussi, finalement, on s'est mariés pour le meilleur et pour le pire. Donc, je disais, c'est sympa, donc le pire, c'est moi. Et mais finalement, petite anecdote, mais finalement, voilà, ça se passait bien. Mais là, comme tu le disais, Ronan, il y a un moment, là aussi, ça craque parce que c'est samedi, c'est week-end, à la limite, où j'étais fille, où j'étais femme. Évidemment, j'en voulais de plus en plus, ce qui risquait de nous couper de nos amis qu'on voyait le week-end, ou de nos enfants qu'on voyait le week-end. Donc, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on continue. De toute façon, on va l'annoncer aux enfants. Je l'ai annoncé aux enfants qui m'ont dit, écoute, c'est ta vie. Si tu peux être heureuse comme ça, nous, on te soutient. De toute façon, vous nous avez appris l'ouverture sur les autres, vous nous avez appris la diversité. On a des amis qui sont homo, trans, ils n'en connaissaient pas vraiment ou en avaient entendu parler. Mais écoute, on te soutiendra. Bon, je me suis rendu compte au fil des années que c'était pas si simple que ça pour eux. Bon, ils l'acceptaient évidemment, mais c'est facile de dire j'accepte, et c'est quand même pas si simple de voir leur père être une femme. Et on en a beaucoup discuté. Bon, il n'y a jamais eu de rejet, mais c'est ce que j'explique pas mal dans le livre aussi, et avec l'aide notamment d'une super psychologue. De comprendre en effet cette temporalité où pour moi, ça faisait quand même plus de 50 ans que j'attendais ça. Pour eux, d'un seul coup, ça leur tombe dessus, comme pour ma femme.
Donc, voilà, et donc parfois il y a pu y avoir des petites frictions parce que j'allais peut-être un peu trop vite. Ma femme me trouvait parfois, ma fille aussi, me trouvait parfois trop féminine parce que là aussi, on est un peu on est un peu comme une jeune adolescente qui veut révéler sa féminité, qui en fait peut-être un petit peu trop. Et je peux comprendre en effet, mais bon, c'était pas toujours de facile d'équilibrer tout ça. Mais bon, on a réussi un peu à surmonter ça. J'ai commencé à rencontrer une équipe médicale parce qu'en fait, comme m'a dit aussi Christine, plusieurs fois, elle m'a dit, bon, tu comptes pas quand même subir d'opération. Bon, je n'aime pas mentir. Donc je dis, écoute, on verra, j'en sais rien. Mais au fond de moi, en fait, c'était vraiment vers ça que je tendais. Bon, j'attendais en effet quand même d'expliquer, d'avancer, de ne pas brusquer les choses. Et puis un jour, je lui ai dit, écoute, je ne pourrais pas continuer de tenir comme ça, il faut vraiment. D'autant qu'entre-temps, bon, il y avait eu aussi une tentative d'en finir. Bon, elle m'avait quand même aidé, c'était un peu interposé. Donc, voilà, elle avait compris, et c'est pas parce que j'avais envie d'en finir, c'est que je voulais pas, enfin, c'était pas une menace, mais vraiment, je n'en pouvais plus. Donc, j'ai rencontré une équipe à la PHP à Paris, formidable en fait, qui m'a vraiment aidé dans mon cheminement. Oh non, je peux continuer? Écoute, franchement, je regarde mes questions, je regarde tes réponses, tu fais hyper bien. J'ai même pas besoin de les poser, tu réponds, c'est Bon, je parfait. suis Vas-y, désolé parce continue. que je suis bavarde aussi. Et donc, en fait, cette équipe, d'abord d'un psychiatre qui m'a aidé à mettre de l'ordre aussi dans mes pensées. Ensuite, m'a amené vers une endocrinologue. Et là, j'ai commencé vraiment, vraiment, vraiment ma transition, puisqu'en fait, d'abord en prenant des hormones démasculinisantes. Et ça, déjà, c'est un vrai premier bonheur. Euh, et les hommes pourront comprendre par les réactions qu'on peut avoir au réveil, par exemple, de ne plus les avoir. Euh, donc, c'était déjà une bonne chose. Au bout de 6 mois, tout se passait très, très bien. Donc, en fait, j'ai eu mes premières hormones féminines. Et là, c'était un vrai bonheur parce qu'en fait, au bout de quelques mois, c'est incroyable. En fait, je repensais d'ailleurs, petite anecdote, quand j'étais enfant, bon, j'étais dans une famille très croyante, donc j'allais au catéchisme, tous les soirs, il fallait faire sa prière. Et ma prière, ma seule prière d'ailleurs, même si je ne croyais pas trop, ma seule prière, c'était Jésus, fait que je sois une fille. Bon, après, en grandissant un petit peu et en prenant conscience de l'anatomie, c'était Jésus fait que je sois une fille et que j'ai des seins. Et bon, c'est arrivé beaucoup plus tard, dans la soixantaine. Mais quel bonheur quand j'ai vu mes seins qui commençaient à pousser, c'est le cas de le dire, grâce aux hormones. Et, et donc, ça, c'était une évolution, sauf qu'il y avait vraiment ce truc qui me bloquait complètement, parce que j'avais quand même gardé une forme de timidité. Puis, à l'époque, c'est pas si vieux que ça, il y a quoi, il y a 3-4 ans. En fait, dans la plupart des entreprises, j'étais dans une très grosse entreprise, donc Radio France, 4500 personnes, j'étais devenu le médiateur des 7 antennes de Radio France, donc en relation avec tout le monde, en fait, tout le monde quasiment me connaissait. Et j'imaginais mal que du jour au lendemain, le médiateur des antennes devienne la médiatrice des antennes. Je me suis dit, je vais me faire moquer de moi, je ne serai plus pris au sérieux. Et ça, je n'imaginais pas. Et alors que maintenant, bon, depuis, notamment grâce à la PDG, Sybille Veil, avec qui j'ai beaucoup parlé, on a essayé à discuter et il y a des choses qui ont évolué. Maintenant, ce serait beaucoup plus facile. Il y aurait quelqu'un qui serait là pour m'aider à faire ma transition au sein de la société, comme ça se fait déjà dans pas mal d'autres sociétés. Mais bon, là, ça n'existait pas. Donc, j'ai saisi le fait que j'avais plein de congés à prendre, que je n'avais jamais pris, que je pouvais partir à la retraite à 63 ans. Donc, avec tous les congés en retard, je pouvais partir à 62 ans. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, c'était le moment où mes seins commençaient à pousser. Et donc, j'ai obtenu rendez-vous avec une super chirurgienne, une jeune chirurgienne de l'hôpital Tenon, pour passer à véritablement l'étape suivante, c'est-à-dire la vaginoplastie, c'est-à-dire supprimer les attributs masculins, pour le coup, qui sont d'ailleurs finalement bien utiles parce que c'est avec les attributs masculins, pour tout dire, le pénis, qu'on inverse et qui devient un néovagin. Et donc cette opération, qui est quand même assez douloureuse, qui est assez risquée aussi, puisqu'il y a beaucoup de perte de sang, je l'ai faite donc il y a très exactement, demain, il y aura très exactement 2 ans.
Et c'est là que je suis, enfin, pour moi, c'était vraiment le vrai bonheur, puisqu'enfin, j'étais moi-même. Donc, on a eu le parcours accéléré de Béatrice. Euh, Ah bah non, mais non, c'est parfait. Je voulais juste revenir sur un ou deux petits trucs. Tu rends quand même de manière assez appuyée hommage à l'équipe de médecins qui t'a pris en charge sur Paris. C'est la même que la mienne, donc Que tu on connais? connaît. Euh, un peu de choses près. Et je voudrais qu'on revienne, parce que ça, c'est pareil, c'est un truc qui est vraiment méconnu sur la prise en charge de la transidentité en France, où on parle beaucoup de psychiatrie. C'est beaucoup plus large que ça, et beaucoup plus structuré que ça, et bien moins psychiatrique qu'il y a 10 ans surtout. Euh, Est-ce que tu peux juste rappeler les intervenants et comment tout ça fonctionne en fait? Alors, si tu me le permets, pour les personnes que je salue d'ailleurs, hein, qui nous regardent et qui nous suivent, euh, j'ai envie en deux mots peut-être de leur expliquer, parce que c'est vrai que j'ai fait aussi pas mal de recherches. En fait, si on parle de transidentité, ils doivent se dire, mais avant on parlait, pourquoi on ne parle plus de transsexualité, de transsexualisme? En fait, tout ça, la transsexualité, c'est un terme en fait qui a été inventé dans les années 50. Ça vient principalement, aux États-Unis à ce moment-là, il y avait vraiment, ils se sont intéressés justement à la transidentité, donc on appelait la transsexualité à l'époque, avec notamment un endocrinologue qui s'appelle Benjamin Harry, ou Harry Benjamin plutôt, qui est un endocrinologue qui avait vraiment bien compris la transidentité, même s'il on appelait transsexualité, et qui s'est opposé d'ailleurs aux psychiatres. Parce qu'à l'époque, les psychiatres aussi avaient mesuré qu'il y avait ce problème, ce problème d'hommes qui se sentaient femmes et de femmes qui se sentaient hommes. Même si à l'époque, on parlait plus d'ailleurs de la situation d'hommes qui se considéraient intérieurement comme femmes. Et pour Harry Benjamin, en fait, cet endocrinologue, il n'y avait pas 36 000 solutions pour que les gens connaissent enfin elles-mêmes. Il fallait passer par les hormones et la chirurgie. En revanche, les psychiatres, eux, on était vraiment à ce qu'on appelle encore d'ailleurs la thérapie de conversion, c'est-à-dire qu'en fait, pour les psychiatres, il fallait soigner ces personnes bizarres. C'était d'ailleurs la transsexualité était considérée comme une déviance sexuelle et considérée également comme une maladie mentale. En fait, ça a mis des années, c'est ça aussi, parce que ça reste beaucoup dans l'imaginaire, et même il y a encore des psychiatres qui ont du mal d'ailleurs à sortir ça de l'esprit, même si la France était le premier pays à considérer que la transidentité n'était pas une maladie mentale. C'était, je crois, en 2012. Donc, vous voyez, il y a quand même du chemin qui a été parcouru. Donc, c'était le premier pays qui a retiré cette appellation maladie mentale. On a commencé à parler de dysphorie de genre, en fait. Et donc, tout ça a évolué progressivement. Mais par exemple, l'OMS, donc quand même l'OMS, ça n'est que depuis 2 ans, c'est en 2019 qu'ils ont décidé de retirer dans leur classification la transidentité des maladies mentales. Donc, vous voyez, ça a mis beaucoup de temps. Et là, maintenant, en France, on est aussi le premier pays, et ça, c'est grâce à Roselyne Bachelot, qui nous a mis en ALD à partir de 2013. Ça veut dire qu'en fait, c'est considéré comme une affection longue durée, ce n'est pas une maladie, hein, mais ça veut dire qu'en fait, tous les soins sont pris en charge. Et ça permet en effet qu'il n'y ait pas de barrière liée à nos revenus, en fait. Donc, tout est pris en charge. Il y a un cheminement à suivre, bon, qui est un peu contesté parce qu'en fait, mais qui est vraiment simplifié, de passer d'abord par un psychiatre. Maintenant, ça va être progressivement, en effet, totalement ignoré, mais en tout cas, passer par forcément un endocrinologue, donc ce que nous avons fait, hein, Ronan et moi. Pas dans le même sens, hein, évidemment. Et puis ensuite, opération ou pas opération, mais en tout cas, il y a des équipes qui existent et qui sont vraiment formidables. Il y a une époque où, en effet, les Français allaient souvent en Thaïlande pour se faire opérer. Mais les équipes françaises, notamment ma chirurgienne, Sarah Christofari, d'ailleurs, a fait pas mal de stages aussi à l'étranger pour apprendre toutes les techniques, les meilleures techniques. Et honnêtement, une opération qui, il y a quelques années, donc la vaginoplastie se faisait en 2 parties, qui pouvaient durer jusqu'à 7 heures. Là, ça s'est passé en 2 heures et demie de temps.
avec une réussite vraiment phénoménale. Et c'est une chirurgienne plasticienne, donc le résultat, on peut dire, est joli. Donc, j'ai juste une dernière question avant les questions des gens, parce qu'on l'a pas abordé, c'est quand même assez important. Euh, Tu abordes dans ton livre des situations qui sont blessantes quand on est trans. J'en relève deux très facilement, ce qu'on appelle le mégenrage, excusez-moi. Donc t'appeler monsieur alors que tu voudrais qu'on t'appelle madame, m'appeler madame alors que je voudrais qu'on m'appelle monsieur. Et la seconde situation, de te demander de revêtir tes habits de Bruno une dernière fois, parce que qu'est-ce qu'une journée à l'échelle d'une vie? Ben, en fait, c'est très très compliqué. Voilà, juste expliquer pourquoi c'est très anodin, c'est très anecdotique peut-être, mais pourquoi finalement ça ne l'est pas pour nous. Mais oui, tu as raison, parce que ça, c'est vraiment des situations. Enfin, c'est parfois difficile, même parfois ma femme, quand je lui ai fait part de mégenrage. Donc le mégenrage, en fait, hein, comme tu expliquais, hein, c'est quand on se trompe de genre, alors volontairement ou involontairement, il dit oui, mais tout le monde peut se tromper. Ce qui est vrai, hein, je comprends tout à fait que parfois ce soit compliqué, mais pour vous donner un exemple de mégenrage où on se sent vraiment très très mal, c'était peu après mon opération, sauf enfin, mes papiers n'étaient pas changés parce que c'est hyper long. Total, je crois que j'ai mis à peu près 1 an pour que tous mes papiers soient à jour avec Béatrice et non plus Bruno. Et évidemment, après l'opération, il y a beaucoup de contrôles d'analyse sanguine. Et dans un laboratoire où j'avais l'habitude d'aller, je donne ma carte vitale, qui a mis en effet je ne sais plus combien de mois avant d'être changée, en précisant à l'hôtesse d'accueil que bon, voilà, je lui donne ma carte vitale, donc j'étais habillé en Béatrice. Donc de ce point de vue-là, il n'y avait pas moyen de se tromper. En disant, écoutez, je suis désolé, mais ma carte n'a pas encore été changée, mon prénom n'a pas encore été changé. Donc lorsque l'infirmière m'appellera pour la prise de sang, si vous pouvez lui dire, on va mettre un petit post-it, comme quoi je m'appelle Béatrice, qu'elle m'appelle soit Madame Denas, soit Béatrice Denas. Bon, c'était un oui pas très convaincant. Et puis évidemment, quand mon tour est arrivé, l'infirmière, qui elle n'y pouvait rien, m'appelle Monsieur Denas. Évidemment, dans la salle d'attente, je me lève. Évidemment, on a l'impression que tous les regards convergent sur soi. Alors déjà que j'aime pas les prises de sang, autant dire que mes jambes ont flageolé. Je me suis vraiment senti mal. D'ailleurs, pour tout vous dire, la prise de sang a vraiment été quasiment ratée parce qu'il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois, tellement j'étais contracté et que je me sentais très mal. Il a fallu me donner un verre d'eau. Enfin, et voilà, c'est une forme de mégenrage qui est vraiment difficile à vivre parce qu'on se dit, voilà, je suis femme et on continue de m'appeler monsieur, alors qu'en fait, j'avais pris toutes les précautions pour que ça ne se fasse pas. Je soupçonne quand même l'hôtesse d'accueil de n'avoir pas été très bienveillante. Bon, je ne veux pas non plus l'accuser. Cela dit, ça m'avait tellement marqué que je me suis dit, l'après-midi, je vais appeler la directrice du labo, que je ne connaissais pas, mais j'avais son numéro. Et au moment où je m'apprêtais à l'appeler, c'est elle qui m'a appelé, parce que visiblement l'infirmière lui avait fait part, parce qu'elle m'avait vu dans un état tellement délabré, qu'elle en a parlé, je pense, à sa patronne, qui m'a téléphoné pour s'excuser, pour me dire qu'elle allait expliquer justement la transidentité à tout son personnel, et que ce serait quelque chose qui ne se reproduirait plus. Donc voilà, donc il faut en parler, mais voilà, c'est quelque chose. Et puis là aussi, bon, puisque tu en parlais, Ronan, en 2 mots, il y a notamment, c'était au sein de ma famille, pour un Noël où ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais j'étais femme, hein, même si je n'avais pas encore fait ma vaginoplastie. Toute la famille le savait, sauf ma belle-mère, qui n'avait pas été prévenue. Et pour fêter Noël, qu'elle soit présente et pas qu'elle se pose forcément de questions, on m'a demandé de me remettre en homme. Et j'avoue que j'ai craqué, je l'ai fait pour faire plaisir à la famille, mais je n'ai jamais été aussi mal de ma vie. Pourtant, c'était Noël, et Noël, pour moi, une des fêtes certainement que je préfère, une fête familiale avec tous les enfants, les cousins, enfin, c'était vraiment génial. Et je me suis réfugié dans un coin, mais vraiment malheureuse parce que j'avais revêti ces vêtements qui, pour moi, représentaient toute une vie que je n'avais jamais vraiment acceptée. Et voilà, c'est peut-être difficile pour des personnes, comme on dit, personnes cis, hein, c'est pas une insulte, hein, cisgenre s'oppose à transgenre. Donc cisgenre, ça veut dire être né dans le bon corps, dans le bon sexe.
Et c'est peut-être difficile à comprendre, mais vraiment pour nous, c'est une souffrance de devoir supporter ces méchants rageux. Merci pour ces précisions. C'était assez important de répondre à la question de Ronan. Alors, il y a des questions. La première question, c'est Amélie qui la pose. C'est un livre qui vous a libéré, celui d'Olivia Chaumont. Pensez-vous que votre livre peut servir à libérer d'autres personnes? Ben, pour tout vous dire, en fait, on a beaucoup discuté avec mon éditeur, donc qui est First, avec le patron de First, Benjamin Loup, qui est vraiment quelqu'un d'hypersensible et qui a vraiment, autant j'avais été éjecté par un autre éditeur qui d'ailleurs m'avait dit oh, la transidentité, tout le monde s'en fout, ça n'intéressera personne. Bon, ça, j'avais beaucoup retenu. Et puis finalement, First, c'est même eux qui sont venus me chercher d'ailleurs. Et, et en fait, plusieurs fois, il m'a dit, bon après on s'est tutoyé, il m'a dit, écoute, vraiment, ton livre va être important parce que même par rapport aux jeunes, même si toi, tu as la soixantaine, par rapport aux jeunes, en fait, ton cheminement, ce que tu ressens, et Ronan sera certainement d'accord avec moi, on le subit, on le vit, et qu'on ait 20 ans, 40 ans ou 60 ans, en fait, d'ailleurs, quand on me raconte, quand des personnes trans me racontent leur histoire, en fait, c'est toujours à peu près pareil. Et c'est vrai que si ce livre peut, bon, en le personnalisant, bon, parce que moi j'ai pu vivre, alors évidemment tout le monde ne vit pas la même chose, mais pour vous donner un exemple simplement rapide, le film Girl, qui est un film extraordinaire, enfin, je trouve formidable, m'a touché au plus haut point, et Dieu sait, je ne suis pas danseuse, puisque c'est, bon, en deux mots, hein, c'est l'histoire d'un petit garçon en fait, qui se considère comme fille et qui veut devenir danseuse étoile, un magnifique film. Et je me suis vraiment reconnu dans cette jeune fille trans. Euh, et à la fin du film, ça m'arrive quasiment jamais. Bon, je peux avoir des petites larmes, mais là, j'ai vraiment éclaté en sanglots, quasiment publiquement. Heureusement, j'y suis allé un après-midi, il n'y a pas grand monde dans la salle. À la fin pendant le générique, tellement ça m'avait touché. Et donc, finalement, mon histoire, qui est peut-être l'histoire de quelqu'un qui est un peu âgé, est universelle. Et je pense et j'espère que ça pourra aider aussi bien d'ailleurs des jeunes, des moins jeunes, et des parents, des familles aussi qui se posent des questions sur cette question de la transidentité. Alors justement, il y a une question pour Ronan. Est-ce que Ronan, toi, tu t'es reconnu dans tout ce qu'a dit Béatrice, mais à l'envers? Il y a pas, en fait, il n'y a pas d'à l'endroit à l'envers. Le seul truc qu'on fait à l'envers, c'est la chirurgie, globalement. Euh, C'est-à-dire que nous, par exemple, on ne peut rien récupérer si on veut faire une réassignation. Là, pour le coup, c'est vraiment le bordel. Mais par contre, pour ce qui est de s'être toujours senti dans le mauvais corps, d'avoir une adolescence. Alors moi, le seul truc peut-être que j'ai fait à l'inverse, c'est plutôt que d'être timide, moi j'étais très en colère. Donc moi j'étais un gros bourrin, quoi. Enfin voilà, je fonçais dans le lard de tout le monde. Voilà, c'était la grande différence. Mais c'était ma manière d'exprimer en fait ma frustration. Mais comme moi j'ai 41 ans, pareil, ado, il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de définition de la transidentité, donc c'est quelque chose que j'ai compris beaucoup plus tard. Je me suis aussi réfugié dans des monceaux de travail, ça occupe la tête, ça occupe la vie, c'est très bien comme ça, jusqu'au moment où ça ne marche pas. C'est vraiment la même chose. Voilà. Donc, moi, j'ai eu la possibilité de faire 20 ans plus tôt. Bien tant mieux. Mais oui, enfin, les balises sont les mêmes, les manques sont les mêmes, les doutes sont les mêmes, et le mal-être est énorme, ça c'est sûr. D'accord. Je vais prendre la question de Laure qui est pour Béatrice. Est-ce qu'on continue à être le père de ses enfants ou devient-on une mère bis? C'est une très très bonne question. En fait, on reste le père. Je sais que mes enfants, enfin, notamment mon fils, alors, une fois d'ailleurs, je me suis dit, oh là, on prenait le métro ensemble. Bon, j'étais Béatrice, et il m'interpelle, hey, papa, t'as vu, ou je ne sais plus ce que c'était. Et je me suis dit, oh là, si les gens autour l'ont entendu, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais c'est vrai que je reste leur père. Bon, ma fille a trouvé un biais, c'est en fait, et ça c'est intéressant, j'ai deux petits-enfants, le premier a 5 ans, et en fait a commencé à me connaître sous les deux versions. C'est-à-dire qu'il m'a connu, il est né, je travaillais encore, donc il me voyait, s'il me voyait en semaine, il me voyait garçon, homme, s'il me voyait le week-end, il me voyait femme.
Et ce qui est étonnant, c'est qu'il m'a, la première chose, quand il m'a commencé à m'appeler, il m'a appelé Dada. Et moi, je trouvais ça mignon, plutôt asexué. Et pour lui, je lui ai expliqué, ses parents aussi, donc il y avait Dada garçon et Dada fille. Et bon, j'avais demandé aussi à une psy si ça posait un problème. Elle m'a dit pas du tout, à son âge, voilà, il faut lui expliquer simplement. Et, et donc voilà, en fait, et ma fille donc m'appelle maintenant, comme ses enfants, Dada. Donc c'est plus simple. Mais en effet, oui, je reste leur père. Alors simplement, la question est intéressante hein, parce que pour le changement d'identité, on passe par un tribunal, évidemment, enfin changement d'état civil, et il faut des témoignages. Donc j'avais demandé à mes enfants d'écrire ce qu'ils voulaient, hein, mais simplement pour attester qu'en effet, je vivais, je ressentais des sentiments de femme. En fait, j'étais femme. Et ma fille a écrit quelque chose qui m'a beaucoup marqué en disant: «Tu as toujours considéré comme un papa poule». C'est vrai que j'étais très papa poule. Et en fait, finalement, maintenant, je me dis que tu étais une véritable maman poule. Et, et ça m'a touché. Et voilà, en fait, et ce qui a aussi, ce qui est important, et c'est intéressant aussi dans cette question, sans être trop longue, mon fils, en revanche, quand je l'ai annoncé, m'a dit oh, alors là, franchement, ce secret, en fait, il ne l'avait pas ressenti, mais il m'a dit ça va me débloquer de beaucoup de choses. Je m'étais posé beaucoup de questions. C'est vrai que toi, la virilité, c'était pas ton truc. Euh, c'est, et c'est vrai que pour un petit garçon, que son papa, en effet, ne soit pas vraiment viril, enfin viril dans certaines expressions. Euh, bon, après, on va partir dans les stéréotypes. Moi, j'aimais pas le foot, mais enfin, il y a des femmes qui aiment le foot. Hein, donc voilà, c'est vraiment des stéréotypes. Mais il avait quand même considéré, il sentait qu'en fait, et c'est vrai que j'étais très proche de sa sœur, bon, je les aimais autant l'un que l'autre, mais il y avait une vraie fusion qui existait entre sa sœur et moi. Et, et voilà, il l'avait ressenti. Et là, d'un seul coup, ça lui a permis de débloquer beaucoup de choses et de comprendre beaucoup de choses. Donc, c'est pas simple, hein, mais je reste leur père, ça, on peut pas le changer. En tout cas, Béatrice, tu as été très bavarde. Donc, du coup, tu as répondu quasiment à toutes les questions. Et Ronan a été très bon aussi parce que tu as quasiment répondu à toutes les questions. Alors, Ah, je ne vais pas les reposer non plus. Mais je vais je suis prendre la désolé. dernière qui vient d'arriver, qui c'est Amandine. Bonsoir. Quelles sont les prochaines envies de Béatrice en tant que femme? Et là, il y a deux questions. Et quels sont les sujets qu'elle souhaiterait aborder à travers les mots? Ah, Alors là, alors, 3 minutes, parce que sinon, on va dépasser l'émission. Donc, Béatrice, tu as 3 minutes pour répondre à cette question. non, mais je vais simplement, je pourrais peut-être pas répondre totalement parce que c'est un peu compliqué. En revanche, ce que je voudrais lui dire à Amandine, et c'est important, c'est intéressant comme question, c'est parce que honnêtement, après la vaginoplastie, je sens moi dans une grosse dépression, ce qui était un peu étonnant parce qu'en fait, j'étais heureux, j'étais enfin moi-même. Et en fait, c'est là aussi qu'on se pose des questions sur sa légitimité. Est-ce que je suis une vraie femme? Est-ce que je suis légitime? Et là, ça fait quand même, enfin, ça m'a entraîné le fait de craquer. Maintenant, je suis heureuse, tout va bien. J'ai réussi à régler tous mes problèmes grâce à une super psychologue justement de l'hôpital Tenon, une psychologue clinicienne qui m'a permis de me remettre vraiment totalement à ma place de femme. Et en revanche, ce qui me semblait difficile et ce que je craignais le plus, parce que ce qui m'a manqué le plus, c'est d'avoir été une femme active toute ma vie. Et là maintenant, ce que je craignais, mais heureusement ça se passe très bien, c'est qu'en fait je suis à nouveau une femme active, je suis à la retraite, c'est vrai, puisque ça je ne pouvais pas faire autrement. J'ai regretté d'y être partie, mais je ne pouvais pas faire autrement. Mais je continue d'être enseignante à Sciences Po, à l'école de journalisme de Sciences Po, je suis conseillère pédagogique, j'interviens aussi à l'université France Télévisions, enfin je fais des conférences et maintenant on me demande de faire des cours. Je suis vice-présidente de l'association à laquelle appartient aussi Ronan, qui va essayer de fédérer toute la partie médicale soignante française spécialiste de la transidentité, ainsi que les personnes trans, les familles, les associations. Donc c'est un gros boulot tout ça. Donc je suis toujours hyper active d'ailleurs. Comme dit ma femme, tu as fait un burn-out en étant homme, tu risques d'en faire un en étant femme, et à la retraite, ce qui serait un paradoxe. Mais là, je suis vraiment heureuse parce que vraiment, c'est ça, c'était ça, enfin, ma vie, c'était vraiment. Et quand je regardais les femmes, comment elles vivaient, je me dis, ah, moi, je rêvais d'être en effet une mère de famille active avec une profession passionnante comme journaliste. Euh, donc voilà, et là maintenant, je le suis, bon, avec un rythme peut-être un petit peu moins soutenu que j'ai pu connaître à certaines périodes,
Mais voilà, je suis heureuse parce qu'en fait, je suis maintenant vraiment, vraiment, vraiment femme et je le considère, je ne me pose plus toutes ces questions existentielles qui m'ont fait beaucoup de mal. Et je continue de travailler, j'espère aussi apporter aux autres. Je continue d'être passionné par l'enseignement et le fait d'aider les jeunes à s'en sortir, à avancer, et encore plus en ce moment avec ce qu'on vit. Donc voilà, c'est vraiment passionnant et voilà, je suis maintenant vraiment heureuse. Ça se voit. Alors, je vais rappeler que le livre de Béatrice Denas est sur toutes les tables de librairie encore. Voilà, Ronan le montre. Vous pouvez aller à Avalon, à la librairie de Ronan, qui s'appelle la librairie de l'Autre Monde, pour vous le procurer. Vous pouvez aussi aller l'acheter sur notre site internet. Vous choisirez la librairie de votre choix. Avant qu'on se quitte, je vais rappeler que lundi, on va se retrouver à 19h. On retrouvera Isabelle Carré pour la sortie de son roman Du côté des Indiens, qui sort chez Audiolib. Là, on est un peu pris par le temps. Alors, je vais vraiment te remercier, Béatrice, d'avoir été là avec nous ce soir. C'était passionnant de t'écouter parler de ton livre, de ce que tu es toi. On voit que tu vas bien, ça fait plaisir à voir. Merci Ronan d'avoir si bien animé cette rencontre. Tout le monde a que des messages de remerciements en disant que c'était super. Donc voilà. Je vous souhaite une belle Merci à soirée vous et puis merci à toutes les personnes qui étaient avec nous. et un bon week-end. Bon week-end. Merci beaucoup.